Eh bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Agent Slim, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 9e épisode de la série Capsule VHS qui traitera de la Renaissance et des mouvements qu'elle aura apportés au cours du 15e et du 16e siècle. Dans cette vidéo nous tenterons de répondre à la problématique suivante: comment la fin des temps de guerriers médiévaux ont-ils conduit au renouvellement de la pensée humaine, entraînant donc l'apparition des courants réformistes. Sans plus tarder, je vous propose de commencer et c'est parti. La Renaissance est un renouveau mondial dans tous les domaines. Dès le début du XVe siècle, l'Europe est soumise à un changement radical dans tous les domaines auxquels une certaine importance est accordée. Tout d'abord dans le domaine artistique, se caractérisant par la redécouverte des sources d'inspiration grecques ainsi que par l'invention de nouvelles techniques. Dans le domaine de la réflexion, avec la fondation d'un nouveau courant de pensée, l'humanisme, plaçant l'homme au centre de la connaissance, et tout cela conduira à la volonté de réformer la religion et à contester le pouvoir de l'Église catholique détenant tous les pouvoirs à cette époque, qui abusera de ses pouvoirs. Nous parlerons de tout cela par la suite. Alors, mais avant de commencer, petit prologue, puisque cette vidéo va se séparer en 3 parties, une concernant l'art, une concernant la religion et une concernant l'humanisme. Mais avant cela, il est nécessaire de revenir à une date clé que nous avons abordée dans pas mal de vidéos déjà, c'est la prise de Constantinople. Que ce soit avec la découverte du Nouveau Monde ou encore le chapitre sur le Moyen-Âge, on finit encore et toujours par traiter à nouveau cet événement clé de l'histoire de l'humanité. La chute de Constantinople. Cette date fut tellement importante pour l'histoire que l'événement qu'elle abrite cache divers aspects qui sont toujours à l'origine de mouvements et de conquêtes. A noter que 1453 signe également la fin de la guerre de 100 ans, signant aussi l'engagement de la France et de l'Angleterre par rapport aux événements à venir. Pour revenir au sujet principal, les Ottomans en 1453 pillent Constantinople, sous contrôle byzantin, et assiègent la ville afin de créer le fameux empire ottoman. On a déjà parlé. Les intellectuels et les savants sont alors contraints de fuir la ville de toute urgence pour migrer vers la civilisation qu'est la chrétienté latine. Ils ramènent avec eux des manuscrits antiques grecs qui seront à nouveau revisités en Occident. De nouvelles traductions de textes importants sont envisagées, telles que celle de la Bible, qui passe de l'hébreu et du grec au latin, langue qui était assez commune à cette époque. Donc cette version de la Bible, ça s'appelle la Vulgate. Les textes des grands philosophes grecs sont également traduits et finissent même par être enseignés dans les universités. Les textes antiques sont redécouverts sous un nouvel angle pour leur donner un air plus moderne via les traductions latines. Dans la même mesure que ces redécouvertes des savoirs antiques permettent à l'homme d'accéder à la sagesse antique grecque et d'exercer sa liberté en pleine conscience, cela dans un contexte favorable puisque le Moyen-Âge était considéré comme une époque sombre où la vie artistique et intellectuelle était quasi absente. Cette redécouverte permet alors d'entamer une nouvelle période de prospérité qu'est la Renaissance. Mais attention, la Renaissance n'est pas une période, c'est plus une sous-période entre le Moyen-Âge et les temps modernes, mais vraiment plus dans les temps modernes au XVIe siècle. Donc voilà, commençons par la revitalisation de la pensée. Donc, les intellectuels de cette période commencent à pratiquer la philologie. Donc ça c'est un terme à retenir. C'est-à-dire l'étude des textes anciens pour établir la version la plus proche possible des textes d'origine, comme la Bible par exemple. Pour ce faire, ces lettrés commencent par l'apprentissage du grec, ainsi que du latin pour pouvoir lire ses œuvres. Ils se détournent peu à peu de l'enseignement universitaire catholique basé sur la religion, pour se consacrer à un aspect de l'enseignement plus philosophique et scientifique, tout en restant pur. La philologie consiste aussi à confronter différentes sources pour trouver la version la plus précise d'un texte. Cela se fera avec la Bible, nous avons parlé précédemment, ou encore avec l'Iliade et l'Odyssée, contées par l'Aède Homère dans la Grèce antique, et quand même pas mal d'autres livres. Une véritable dévotion admirative à ces auteurs se fera sentir durant la Renaissance, puisque les artistes s'inspireront de la manière de faire à la grecque, du style d'écriture grecque et même de la philosophie grecque, antique bien sûr. Ces derniers consacreront même des œuvres artistiques en l'honneur de l'Antiquité, telles que l'école d'Athènes, pour ne citer que la plus connue. On remarquera pas mal de grands philosophes grecs qui seront représentés comme un hommage, comme par exemple Aristote et Euclide et d'autres. L'avènement de l'humanisme. Alors entre le 14e
Entre le XIVe et le XVIe siècle, un nouveau type de pensée commence son développement en majorité dans l'Europe de l'Ouest, l'humanisme. Se basant sur l'étude de l'humain et de l'humanité, il donne une place centrale à l'homme dans le monde. On s'initie principalement aux études linguistiques et culturelles antiques dans le but de démontrer les capacités de l'homme ayant été capable de parler, d'inventer, de bâtir et même de s'étudier. C'est le but de l'humanisme. Les humanistes sont des hommes de foi, de lettres ou de sciences qui renouvellent, voire même réforment la pensée de l'époque. Parmi eux, nous retrouvons de grands noms tels que Léonard de Vinci, dont l'objet principal de ses études est l'anatomie humaine et la mécanique. Il peindra aussi d'autres célèbres tableaux dont on parlera par la suite. L'anatomiste Vézal, considéré comme le plus grand de la médecine ayant schématisé et analysé l'homme en disséquant des cadavres. Ou encore Copernic qui développe la théorie selon laquelle la Terre est ronde. En somme, les humanistes cherchent à faire progresser la science, et cela par tous les moyens, car oui, certains d'entre eux s'opposeront régulièrement à l'Église, interdisant cette pratique. C'est le cas de Vézal qui n'hésite pas à fouiller dans les tombes pour récupérer des corps vus qu'à l'époque, le fait de donner son cadavre pour la science était une pratique interdite par l'Église, observant d'un mauvais regard les pratiques humanistes, mettant en péril son autorité. Il existe évidemment un grand nombre d'humanistes que nous n'avions point cités, tels que Rabelais avec son célèbre roman Gargantua, dénonçant l'éducation et les désirs de conquête royaux, trop présents à cette époque, ou par ailleurs le grand Machiavel, à qui on doit le mot machiavélique pour avoir dénoncé le fait que l'Église utilise la croyance du peuple à des fins politiques, ce qui lui vaudra l'invention même d'un mot décrivant une personne sournoise, voire diabolique. Alors, et maintenant que nous avions cité quand même pas mal d'humanistes, passons au prince des humanistes, Érasme. Né en 1469 et mort en 1536, Érasme est une figure majeure du mouvement humaniste. Lorsqu'il naît à Rotterdam en Hollande, il se destine à une carrière ecclésiastique, soit religieuse, qu'il décide d'arrêter quelques années plus tard. Il se distingue comme un des principaux humanistes de la Renaissance en acquérant un savoir inouï. Passionné par les langues anciennes, il les maîtrise parfaitement. Il voyage beaucoup à travers toute l'Europe, retraduit le Nouveau Testament et écrit des ouvrages de réflexion comme Éloge de la folie en 1511. À cette époque, l'Église condamne fermement ce genre de personnes mettant en péril le pouvoir politique de cette dernière. Seulement pour contourner la censure de l'Église, Érasme se qualifie de fou, dont Éloge de la folie. Il fait semblant qu'il est fou. Alors, grâce à cela, il arrive à faire passer ses idées comme le fait que l'homme, après avoir commis nombreux péchés, part se rassurer au pèlerinage, ou même les abus du clergé ne symbolisant point l'idéal chrétien. Il critique fermement la société dans ses ouvrages et ne s'en dédouane point. Érasme est également connu pour être un grand voyageur ayant soif de connaissances. Cela le mènera à voyager en Suisse, en France, en Italie et même en Angleterre, où il fera la rencontre de Thomas More, un grand penseur de son temps. Il représente l'idéal penseur des humanistes de son époque par son mode de vie et ses idées, ce qui lui vaudra donc le nom de prince des humanistes. À présent, passons à la deuxième partie de tout ce qui est réflexion, tout ce qui est revitalisation de la réflexion grâce à l'humanisme. Et passons maintenant à l'imprimerie de Gutenberg et la diffusion des idées humanistes. L'imprimerie va jouer un rôle clé dans tout ça. Les traces de l'invention de l'imprimerie remontent à fort bien longtemps, bien avant notre ère. Elle fut probablement inventée par les Égyptiens ou encore les Chinois, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se démocratisera pendant la Renaissance avec l'invention de l'imprimerie moderne par Gutenberg en 1450. Sa méthode consiste à l'aide de plaques contenant un texte, donc des plaques, un texte, ouais, des plaques de bois, d'un ouvrage par exemple, à ancrer cette dernière, donc ancrer les lettres, pour exercer une pression sur le papier dans le but de recopier instantanément le texte. Certes, cela demande un travail énorme, nécessitant un atelier, une presse et des ouvriers pour assembler les lettres informées, une page de texte, mais c'est toujours mieux que ce qui se faisait à l'époque, recopier les livres à la main, chose qui prenait beaucoup trop de temps. Alors que là, on réduit, même si ça reste quand même un très lourd travail, on réduit les temps de travail, on réduit les temps de travail plus courts. Cette méthode permet l'impression d'ouvrages humanistes et de textes anciens, dans de nouvelles langues. Cela dit, cela amènera à des problèmes qu'on abordera encore plus loin, et oui, on abordera plein de choses par la suite.
Alors, et on va voir que l'imprimerie est un facteur clé dans ce qui est en rapport avec la diffusion de l'humanisme. Les principaux foyers de l'humanisme se situent principalement dans le Saint-Empire romain germanique, dans les régions de l'actuelle Belgique, Pays-Bas, Allemagne, etc., etc., mais aussi dans les capitales européennes. La diffusion de l'humanisme se fera de multiples manières, dont la principale est bien entendu l'imprimerie, avec la popularisation de cette technique et au passage du papier. Tout le monde, puisque avant, je fais une petite parenthèse, mais quand je dis que le papier va être démocratisé, c'est surtout qu'à l'époque, ce n'était pas la chose qu'on utilisait vraiment. On écrivait surtout sur des peaux d'animaux par exemple, ce qui n'était pas très hygiénique. Et ben, l'imprimerie, ça va surtout démocratiser le papier en même temps. Alors, tout le monde maintenant peut se procurer les ouvrages humanistes, ce qui n'était pas le cas avant, puisque rares étaient ceux qui lisaient un livre, si ce n'est que la bourgeoisie et la noblesse, sachant qu'ils étaient en latin. Cette expansion se propage à travers les universités, puisque pas mal de grands professeurs humanistes, c'est le cas de l'université de la Sorbonne, à travers des correspondances, vu que les humanistes correspondent régulièrement entre eux, ou encore par le biais de voyages où les humanistes se mettent au service de grandes personnes, comme l'a fait Erasme avec le roi Charles Quint. Ce réseau d'humanistes dans toute l'Europe est appelé la République des lettres. À présent, passons au thème 2, qui est le glas d'une nouvelle ère artistique. Avec l'Antiquité comme modèle. Nous allons voir que l'Antiquité va permettre un nouveau thème dans tout ce qui est artistique. Alors qu'on était à court d'idées, on a envie de revenir à l'époque où le monde vivait bien, tout simplement. À l'époque prospère, qui était l'Antiquité, qui était perçue comme l'Antiquité à cette époque. Alors, qu'est-ce que la Renaissance? La Renaissance, ça qualifie surtout, je tiens à le préciser, ça qualifie surtout tout ce qui est art, tout d'abord. Avant de parler de réflexion et tout ça, la Renaissance, c'est d'abord l'art. La Renaissance des arts, des techniques artistiques, etc. Alors, donc on va définir à présent ce qu'est le terme Renaissance. Il s'agit d'une sous-période ayant survenu entre le 15e et le 16e siècle, se répartissant ainsi dans la période du Moyen-Âge, mais aussi des temps modernes. Le terme fut utilisé pour la première fois par Giorgio Vasari pour traduire le sentiment d'un renouveau après la période sombre et barbare que fut le Moyen-Âge, marquée par les guerres de religion et les campagnes à grande échelle. De plus, rajoutez à cela les nouvelles découvertes des explorateurs espagnols et portugais qui bouleversent la vision des Européens. C'est alors que les artistes sont poussés au renouvellement, menant ainsi au sentiment de vivre une nouvelle période artistique, soit la Renaissance. La Renaissance faisant contraste au Moyen-Âge, période où rien d'artistique ne fut supposé créer, puisqu'il y avait la guerre, et c'était une période sombre où il pouvait se passer rien de bien. Ce que pensaient les gens de la Renaissance. Alors, donc il y a eu un renouveau artistique, surtout lié à l'Antiquité. Par exemple, la peinture qui est montrée juste ici, c'est la naissance d'Aphrodite, la supposée naissance d'Aphrodite, déesse de la beauté grecque, et ça prouve que tout ce qui est mythologie grecque sera à nouveau le thème principal des tableaux. À l'époque, le monde plongeait dans une sombre phase. La Reconquista venait de se terminer, une vague de maladies avait frappé fortement l'Europe et les croisades touchaient à leur fin. Le pouvoir de l'Église commençait peu à peu à être contesté, vu comme elle s'en servait pour imposer son pouvoir politique. C'est alors qu'au même moment, avec les vagues de retraduction liées à la chute de Constantinople, on se souvient des écrits antiques où la prospérité régnait à Athènes et à Rome. Ainsi, les artistes italiens de la Renaissance redécouvrent les textes de Platon ou d'Aristote et font de leur idole. L'art antique est réhabilité sous un nouvel angle par les artistes de la Renaissance, en plaçant l'homme au centre de leurs œuvres. C'est le cas également de la mythologie grecque qui se voit redécouverte par les artistes, qui reprennent les grands mythes gréco-romains dans leurs œuvres, mais aussi la manière de sculpter comme à l'époque de la Grèce antique en utilisant du marbre ou du calcaire, ou même en revenant au nu et à la beauté grecque. En architecture, les formes antiques sont de retour, comme les frontons, les coupoles et les colonnes. Les artistes consacrent alors des tableaux à leur idole de l'Antiquité, comme l'école d'Athènes de Raphaël, un véritable hommage aux philosophes antiques ayant peint un tableau très important dans l'histoire de l'art. Si ce n'est pas en rapport avec l'Antiquité, les peintres consacrent leur peinture à l'homme, en voulant retranscrire des émotions et l'âme profonde de l'être humain.
comme avec la Joconde où l'on voit apparaître le premier sourire de l'histoire. L'homme cherche à retrouver l'époque où la vie était prospère, c'était le but même de la Renaissance. Et l'art était surtout au service de la pensée, c'est ce que nous allons voir avec les nouvelles techniques d'art qui vont faire leur apparition, mais aussi avec certains tableaux, dont la Joconde, nous allons en reparler. Alors, l'art à la Renaissance est complètement réinventé, de nouvelles techniques sont donc utilisées. Tout d'abord, nous avons la perspective, un effet plongeant la personne au sein même du tableau, créant une profondeur, donnant un aspect réaliste et moderne au tableau. Elle fut massivement utilisée dans les représentations antiques et chrétiennes, donnant un angle concret à ces événements. Également, nous avons la démonstration de la perfection humaine, qui est une chose commune, en démontrant les proportions dans un cercle, symbole divin, comme avec le célèbre schéma de Léonard de Vinci, en haut à droite. Le développement de techniques propres à chaque peintre, comme de Vinci, qui utilise régulièrement un effet vaporeux en arrière-plan pour mettre en évidence le premier. Ça, c'est la technique du sfumato que nous avons abordé avec la Joconde. Également, nous constatons un appuyement sur les travaux humanistes pour réaliser des portraits de grandes personnes et des représentations plus fidèles du corps humain. À présent, maintenant que nous avions présenté les différentes techniques artistiques et l'esprit derrière ces œuvres, présentons deux œuvres emblématiques de la Renaissance. La Joconde est un tableau fait par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506. Le peintre a utilisé là, voilà, on va en parler, la technique du sfumato, qui consiste à utiliser un modèle vaporeux dessiné à suggéré par les gradations de la couleur et de la lumière, l'échaînement en profondeur des objets dans l'atmosphère. Dans ce tableau, Mona Lisa est représentée avec un sourire qui représente le premier sourire dans un tableau, qui représente là les émotions humaines que veut retranscrire Léonard de Vinci. Lors des peintures de la Renaissance, on peut également constater qu'elle a les cheveux détachés, qui était un signe de prostitution pendant la Renaissance, qui contraste avec le regard de la société de cette époque, ce qui peut ramener au renouvellement de la réflexion et des regards, ainsi que des préjugés vis-à-vis des femmes à cette époque. Pour le second tableau, il s'agit des époux d'Arnolfini. Peint en 1434 par le peintre flamand Jan van Eyck, ce tableau représente l'esprit de la Renaissance et de l'humanisme, pour pas mal de raisons. En le comparant au tableau qui se faisait à cette époque, nous remarquons certaines innovations à travers cette œuvre. C'est une des premières fois dans l'histoire que l'on ne représente point un homme d'église ou un noble, mais ici on représente de simples marchands italiens. La raison est qu'on souhaite à présent désigner l'homme à travers l'art et se concentrer sur ce dernier. L'humanisme est au cœur même de l'œuvre, que ce soit avec la représentation d'une chose non divine, mais aussi via le miroir en arrière-plan, où le peintre s'est donné la liberté de se représenter. En ce qui concerne les techniques utilisées, on constate évidemment l'utilisation de la perspective, mais aussi du tempéra, consistant à rendre grasse la peinture à l'aide de produits comme des œufs, dans le but de coïncider avec l'utilisation d'autres techniques comme celle de la perspective. Le tableau évoque la fidélité des deux amants, que ce soit avec le fait qu'ils se tiennent la main, ou encore avec la présence du chien. Seulement sur le miroir, nous analysons que rien de cela n'est présent, que le chien a totalement disparu, comme le reflet d'une trahison et de la vérité entre les deux époux. Le peintre dénonce alors le caractère humain tel qu'il est réellement. Tout tourne autour de l'homme dans ce tableau et l'analyse du comportement humain par Jan van Eyck démontre alors qu'il est humaniste. À présent, parlons de la diffusion de la Renaissance hors de l'Italie. Bien sûr, nous reparlerons encore de l'imprimerie. Alors, le mouvement de la Renaissance débuta en Italie vers le XVe siècle et connaîtra un engouement énorme. Les artistes voyagent et s'influencent mutuellement. Le commerce permet la diffusion des idées humanistes. Cet art est aidé par les riches marchands qui permettent la propagation de ces peintures, concourant à la construction d'objets de luxe et de belles demeures. Si la Renaissance s'est propagée en dehors de l'Italie, c'est avant tout une question de gloire et de renommée. L'art est perçu comme un moyen noble d'exprimer ses idées. Ainsi, les grandes familles s'arrachent les artistes afin de montrer leur richesse à travers ces tableaux. C'est le cas de la grande famille de Florence des Médicis, dont le principal membre, Laurent de Médicis, accueille dans sa cour des artistes qu'il financera. Tout est question de démonstration de force et de richesse chez les grandes familles. Ces dernières sont, la plupart du temps, passionnées par l'art et deviennent les mécènes, c'est-à-dire des sortes de sponsors en les finançant.
Le pape Jules II, par exemple, aura ordonné la construction de l'immense basilique Saint-Pierre, censée symboliser le pouvoir éternel et spirituel des papes. Pareillement, en 1508, il confie à Michel-Ange, grand artiste de la Renaissance, rival de Vinci, la peinture du plafond de la chapelle Sixtine, célèbre peinture connue de tous de nos jours. A noter que même les empereurs feront appel aux artistes pour asseoir leur notoriété, tels que François Ier qui convoque Érasme dans sa cour. Les artistes servent ainsi à la renommée d'autrui, mais aussi à la leur. Cela devient un vrai moyen de gagner sa vie, ce qui ne fut pas le cas au Moyen-Âge où cela fut extrêmement sous-estimé. Passons au thème 3, qui est la réforme protestante. Une nouvelle branche du christianisme va apparaître aux côtés du catholicisme et de l'orthodoxisme, et cela par des moyens bien particuliers. Et surtout grâce à un seul homme, en particulier Martin Luther. Bon, il n'est pas seul parce qu'il y a aussi d'autres réformistes, mais le principal c'est surtout Martin Luther. Alors, à la fin du Moyen-Âge, une période d'inquiétude religieuse s'installe dans l'Europe. L'Église profite de son pouvoir ecclésiastique dans le but d'imposer son autorité politique. Elle est considérée par de nombreuses personnes comme défaillante, n'étant point capable de leur accorder la voie du salut. L'image que donne alors l'Église est surtout l'image d'une institution frauduleuse et néfaste. Pour redorer l'image de la chrétienté, certains humanistes proposent des solutions telles que Érasme, souhaitant traduire la Bible en langue vernaculaire, telle que l'allemand. Les langues vernaculaires, c'est toutes les langues qu'on parlait couramment à l'époque, mais qui n'étaient pas employées à l'écrit. Par exemple, l'anglais, l'allemand, non. Ou bien par exemple le français, l'italien, non, là aussi. Ça, c'était des langues vernaculaires. Avant, on écrivait avec le latin, par exemple. Ça, c'était une vraie langue employée dans l'écriture. Cela permettrait à une plus grande partie de la population de lire et comprendre la Bible. Seulement, l'Église s'y oppose fermement et craint ces nouvelles traductions ne coïncidant souvent pas avec la version originale. L'Église avait ce pouvoir de faire apprendre la Bible sans que le peuple ne comprenne et se servait de cela pour exercer un pouvoir politique. Cela dit, si les gens commencent à comprendre ce qui est écrit, ils douteront de l'opinion envers l'Église et l'opinion envers l'Église ne ferait qu'empirer. Ainsi, Érasme ne parvint pas à accomplir ce projet, mais un autre citoyen du Saint-Empire romain germanique s'en chargera, le fameux Martin Luther. Toutefois, il s'oppose à une pratique faisant monnaie courante à cette époque de la part de l'Église, les indulgences. Il s'agissait d'une attestation délivrée par l'Église, réduisant le temps d'un chrétien au purgatoire. On échangeait ce papier contre de l'argent ou une bonne action, et en soi cela n'avait aucune valeur et n'était qu'une escroquerie, puisque ce n'était pas mentionné dans la Bible et que l'argent récolté ne servait qu'à financer la basilique Saint-Pierre, créée pour démontrer le pouvoir ecclésiastique. Luther, qui s'était déjà assez opposé aux pratiques catholiques, n'ayant aucun sens, est dérangé face à cette situation. Ainsi, en 1517, il publie 95 thèses en proposant des réformes pour l'Église catholique. Il proteste dans ces thèses, mais l'Église réagit rapidement de manière agressive, en excommuniant Luther, c'est-à-dire en le sortant du christianisme en 1520. Il ne comprend pas la réaction du pape car il souhaiterait seulement remettre en question les pratiques catholiques. Il est contraint de fuir et se laisse pousser une barbe. Luther n'abandonne quand même pas car il fait de ses idées une doctrine religieuse et fonde la branche du christianisme du protestantisme. Luther continue ses travaux dans sa doctrine luthérienne protestante en traduisant la Bible en langue vernaculaire et en diffusant ses idées via l'imprimerie dans toute l'Europe. L'Église détruit cependant les presses pour empêcher cette pratique, leur faisant perdre en crédibilité. Face à la menace du protestantisme, une volonté se forme à l'intérieur de l'Église catholique. L'Inquisition est rétablie pour juger les hérétiques, protestants et les catholiques, adoptent une attitude conservatrice tout en réaffirmant les dogmes, soit les lois chrétiennes. C'est une vraie rivalité qui commence à se construire entre les deux branches du christianisme. Deux doctrines se fixent avec certaines différences. Cela mènera vers une vague de guerre et de religion qui conduira également à des massacres tels que celui de la Saint-Barthélemy en 1572. Les protestants restent minoritaires mais puissants. De plus, les églises catholiques et protestantes sont bien différentes, en une adoptant un style impressionnant et chic pour féliciter le croyant d'une part, et de l'autre en arborant un style neutre pour se concentrer sur la foi. Et à présent, passons enfin à la conclusion.
La Renaissance et ses principes finissent par se diffuser à travers toute l'Europe au cours du XVIe siècle. L'humanisme devient un courant de réflexion adopté par tous, et l'art est révolutionné avec des techniques de peinture exceptionnelles, transmettant des messages à travers des œuvres où il faut dépasser la beauté pour comprendre le message qu'elles ont pour but de transmettre. Le pouvoir de l'Église finit par se disloquer sous la volonté de la réformer et le monde entier est révolutionné. Cela mènera au développement de ces idées par les Lumières dans le but de forger la réflexion contemporaine humaine ainsi que de mener à la société que nous connaissons aujourd'hui. Alors, voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense en tout cas que ce sera la dernière vidéo concernant le programme de seconde, ce qui était vraiment pas mal. Hein. Le programme troisième reste mon préféré, mais le programme de seconde reste quand même assez bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à partager pour faire découvrir ma chaîne à un maximum de personnes. Je vous en remercie et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde.